vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur les nanomatériaux, matériaux poreux à grande surface spécifique. Les webinaires sont organisés par la Fédération française des matériaux en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences. Et c'est Daniel Neuville qui en assure la coordination. Alors, depuis mars dernier, les thèmes des webinaires correspondent à ceux des colloques de la prochaine conférence matériaux qui aura lieu à Grenoble en novembre 2026. Et la liste des 14 colloques est disponible sur le site. L'appel à communication est ouvert, et ce jusqu'au 13 avril 2026. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux orateurs, Corinne Chanéac et Christophe Volcringer. Alors, si nous avons le temps, nous prendrons quelques questions que vous voudrez bien poser dans le chat. Donc, je vais dire quelques mots d'introduction pour notre première orateur, Corinne Chanéac. Elle est professeure à Sorbonne Université. Elle travaille au laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris et coordonne le groupe Nano. Sa carrière est consacrée à l'élaboration et à la compréhension des nanomatériaux, en associant synthèse, caractérisation et modélisation. Ses recherches récentes portent sur les nanoparticules luminescentes qui sont explorées pour leurs applications en imagerie biomédicale, thermométrie optique et dans le développement de capteurs innovants. Corinne Chanéac a exercé des responsabilités de structuration dans le domaine des nanosciences, en particulier dans ses fonctions de direction du Centre national de compétences C-Nano. Citons que parmi une riche production scientifique, Corinne Chanéac a déposé 8 brevets internationaux. Aujourd'hui, elle nous présente les nanomatériaux, interactions réciproques entre structures et propriétés. Corinne, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Très bien. Bah, merci à la Fédération française des matériaux de m'avoir invité pour introduire le thème nanomatériaux qui effectivement aura lieu lors de la conférence internationale matériaux 2026 à Grenoble. Et je suis vraiment très heureuse de participer à la promotion de cet événement qui, à mon avis, effectivement, est un événement extrêmement important au niveau de la communauté française. Donc, je vais vous parler de matériaux, nanoparticules, hein, puisque notre domaine de compétence est dans la synthèse de nanoparticules. Et plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on est revenu un petit peu sur la description de la structure hein, de nos nanoparticules en étudiant leurs propriétés, et plus spécifiquement leurs propriétés optiques. Dans une première partie, ah, alors là, ça défile ou moi je n'arrive pas. Ah voilà, ça y est. Donc, je vais déjà vous introduire les nanoparticules. Hein. Donc, ce que l'on sait de ces nanoparticules, hein, c'est qu'elles sont spécifiques hein, dans le sens où elles ont une quantité de surface qui est extrêmement importante. Hein. Si on regarde le rapport surface sur volume, on voit effectivement qu'il y a un domaine en particulier entre 2 et une quinzaine de nanomètres hein, où on a une quantité d'atomes de surface, là dans le cas d'oxyde, hein, d'atomes d'oxygène de surface qui sont important par rapport à la quantité totale d'atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène de surface vont vraiment avoir des spécificités, donc une réactivité particulière. Ils sont particulièrement étudiés dans le domaine de la catalyse. Donc on va avoir des atomes qui sont en insatisfaction de coordination, qui vont se retrouver dans des positions de très haute énergie. Et on va pouvoir ainsi décrire une particule. Hein. Donc ici, c'est le cas d'une particule sphérique, par exemple, hein, à travers leur position, qui soit dans les coins, sur les arêtes, hein, et qui vont leur donner une réactivité tout à fait particulière. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Mais cette énergie, cette surface, en fait, elle nécessite aussi beaucoup d'énergie et on va voir comment on peut utiliser cette énergie pour concevoir les particules. Un autre aspect, ce sont les aspects confinement, puisqu'on est dans des volumes qui sont petits, on va se retrouver finalement intermédiaire entre une molécule et un matériau micronique, à savoir que bah, le libre parcours moyen des électrons dans le solide va différer hein, de ceux des matériaux macroscopiques. Hein. Donc, on va avoir des volumes qui sont petits hein, par rapport à ce libre parcours moyen. On va avoir des effets aussi hein, d'orientation. Et donc là, les deux
deux aspects que je voulais souligner aujourd'hui sont deux propriétés, donc qui sont des aspects de confinement, confinement des spins magnétiques, hein, qui confèrent à ces particules des propriétés de superparamagnétisme, donc avec un retournement de l'aimantation. Et cette barrière qu'avait dans le cas de nanoparticules, elle est proche de l'ambiante et on va pouvoir utiliser ces particules notamment pour faire de l'hyperthermie. On va avoir le retournement dans un champ alternatif qu'on va utiliser pour échauffer la matière. Un autre aspect qui est fortement étudié actuellement, encore plus depuis le prix Nobel hein, de 2024, sont les quantum dots. Donc, avec l'ouverture d'un gap dans des matériaux semi-conducteurs. On peut avoir aussi des effets de confinement dans les matériaux métalliques. Mais là, si on s'intéresse effectivement aux quantum dots, sur ces matériaux semi-conducteurs, on va avoir un gap. Lorsqu'on est sur l'échelle de quelques nanomètres, hein, mais effectivement, l'ouverture de ce gap va conduire à des émissions de lumière dans des états excités qui retournent vers l'état fondamental, avec des émissions de couleurs qui sont différentes. Donc ça, ces effets de confinement sont particulièrement étudiés. Dans cette première partie d'exposé, je vais revenir sur quelques notions de synthèse de nanoparticules et voir plus précisément comment on a utilisé l'énergie de surface pour pouvoir moduler la structure, la taille, la forme d'objets nanométriques. Donc, je vais juste présenter quelques exemples, mais avant tout, je voulais insister sur le fait que pour fabriquer ces nanoparticules, par les voies chimiques, on va s'intéresser plus spécifiquement aux voies dites bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir des réactifs, on va contrôler leur réactivité, leur condensation dans des milieux liquides hein, pour aller nucléer et faire croître ces particules. Donc, on a longtemps travaillé à basse température, mais au niveau du laboratoire et plus spécifiquement dans l'équipe, on a développé des méthodes de synthèse où on a de façon crescendo augmenté la température des milieux et modifié aussi la nature des solvants pour rester dans des états liquides à plus haute température. Donc, ces procédés innovants qui vont mettre en œuvre des technologies de type chauffage micro-ondes, des solvants qui sont des sels. Donc, on va travailler dans les sels fondus. On va travailler dans des domaines aussi de haute température hein, et haute pression, mais tout en restant à l'état nanométrique à partir de matériaux composites. Donc, on va, en augmentant progressivement la température, pouvoir diversifier considérablement les compositions chimiques des matériaux. Donc, on est parti avec des précipitations en l'eau, avec des oxydes simples, et puis progressivement, en augmentant la température, la possibilité de franchir des barrières d'énergie d'activation, aller vers des liaisons de plus en plus covalentes, eh bien, on a pu effectivement aller vers des oxydes multicationiques, multianioniques. On a un exemple ici, par exemple, d'oxychlorure de zinc et de silicium. Et donc, ces différentes voies ont aussi permis d'aller vers la synthèse de borure, de nitrure. Hein. Et donc, ça, c'est un petit peu les spécificités du groupe, et plus particulièrement hein, dans les domaines des sels fondus qui est développé par David Porteau. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui sont plus effectivement des travaux qui ont été faits plutôt à plus basse température dans l'eau ou avec des traitements thermiques de type micro-ondes. Et surtout, ce qui est important, c'est que bah, si on veut aller vers des nanoparticules, on doit contrôler les énergies de surface. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. On sait que pour former ces petites particules, il faut maîtriser cette énergie de surface. Euh, euh, on a deux contributions hein, dans l'énergie de surface. C'est la quantité d'interface par elle-même, et si on veut la limiter et l'avoir la plus petite possible, c'est travailler directement sur la tension interfaciale. Et là, on a pu décrire la surface des oxydes à partir effectivement d'atomes d'oxygène sur lesquels on a vu qu'on pouvait les charger à différents pH, hein, notamment, et donc on a pu établir à partir de la loi de Gibbs enfin, que cette charge de surface, en fait, correspondait à un potentiel et que ce potentiel permettait de
à travers la charge de surface, de pouvoir abaisser cette tension interfaciale. Donc en fait, dans des conditions de pH différentes, on voit que la charge augmente, ça veut dire qu'on peut abaisser cette tension interfaciale et on a pu corréler la diminution de la taille de particules à cette augmentation de charge correspondant à l'abaissement de tension interfaciale. Et donc là, on a des exemples de particules d'oxyde de fer qui ont été réalisées dans ces conditions à différents pH. On était sur des objets qui étaient très isotropes, donc on garde des particules qui sont sphériques. Maintenant, si on imagine effectivement des structures cristallines avec une forte anisotropie, eh bien, on s'est intéressé à la morphologie de ces particules en prenant le modèle de Gibbs-Wulff qui dit qu'effectivement l'objet stable sera celui qui va présenter les phases de moindre énergie. Et donc, on a pu mettre ça en lumière, notamment ici avec des particules d'oxyde de fer de type hématite, où on voit que la morphologie change considérablement en modifiant le pH de synthèse. On obtient des rhomboèdres dans les milieux acides, alors que l'on a des plaquettes dans les milieux basiques, et on est parti effectivement dans une précipitation de nitrate de fer. Alors, pour pouvoir expliquer ces changements de morphologie, on a travaillé sur la bémite. Donc, c'est un composé aussi, donc la mélaire qui se présente plutôt sous forme de plaquettes. Et on a pu déterminer par modélisation la variation de l'énergie de surface des faces les plus souvent observées. Et on a pu voir sur ce diagramme, effectivement, qu'on avait des variations d'énergie de surface qui dépendaient considérablement du pH. Et notamment, on a cette phase basale 0,1,0 ici, qui a une énergie qui est très faible et qui est constante, quel que soit le pH. Donc, on a réalisé des synthèses à différents pH et on a pu observer des changements de morphologie. Donc, des particules qui sont relativement isotropes ou pseudo-isotropes, avec une prédominance de phase 0,1,0, 0,1,0 et 0,0,1. En augmentant le pH, on change ici la distribution des différentes valeurs des énergies de surface et on voit qu'on modifie cette surface. Et progressivement, en augmentant le pH, on voit que la faible énergie de cette phase 0,1, pardon, va conduire à la formation de ces plaquettes. Donc, on a pu mettre en évidence effectivement ici une relation directe entre les différentes énergies de surface à différents pH et les morphologies d'équilibre. On peut aussi changer ces énergies de surface en absorbant des molécules. Donc, ici, ce sont des exemples que l'on a réalisés en présence de polyols. Donc, ces polyols sont des polyalcools et on a pu mettre en évidence des interactions entre les fonctions OH des groupements alcool de la molécule et puis ceux de la surface. Et on a pu déterminer un abaissement de l'énergie de surface et en particulier sur la face ici 1,0,1, euh, à cause effectivement d'une topologie de la surface qui est assez particulière, parce qu'on a une espèce de petit nid qui se forme ici, qui est lié au fait que les différents feuillets ne sont pas exactement positionnés de la même façon. Il y a un petit décalage entre les feuillets, un feuillet sur deux, et qui crée cette petite cavité. Et donc là, l'utilisation de ces polyols a permis d'abaisser considérablement l'énergie de surface et d'exalter la proportion de cette phase 1,0,1. Et ça, c'était des résultats extrêmement intéressants en catalyse notamment. On peut jouer également sur la nucléation-croissance. On observe finalement dans ces procédés deux étapes. Une étape qui est contrôlée par la cinétique, où on va avoir nucléation-croissance d'objets primaires. Et ensuite, on va observer généralement effectivement une étape qui est plus liée à la thermodynamique, qui est une étape de vieillissement, de croissance qui peut être plus longue, qui va contrôler la taille, la morphologie et la structure cristalline. Alors ici, c'est un exemple où on a précipité de l'oxyde d'étain à partir d'un chlorure d'étain dans différents milieux d'acidité croissante. Donc, en travaillant sur ces acidités, on a pu faire varier la taille et la morphologie. Donc, on part ici dans les milieux les moins acides, de petites particules sphériques, et progressivement, on va avoir une anisotropie avec la formation de bâtonnets dans une direction de croissance qui est la direction 0,0,1. Alors, on peut expliquer ceci justement en se référant à ces étapes cinétiques. Donc, au moment de la nucléation, on va avoir une forte nucléation
s'il ne reste plus de précurseurs dans la solution, la croissance est limitée et on observe ici des petites particules sphériques. En augmentant l'acidité, on va augmenter la solubilité des germes, on va rendre la nucléation plus difficile et on va permettre une plus grande croissance. Et là, on va retrouver une croissance anisotrope en accord avec la structure cassitérite des particules d'étain. En maîtrisant aussi toujours cette relation entre nucléation et croissance, on peut aussi faire de l'ensemencement. On peut prendre des particules de TiO2 avec une faible anisotropie, progressivement ajouter des solutions de croissance et on va faire croître progressivement, sans nouvelle étape de nucléation des particules et obtenir des anisotropies qui sont extrêmement importantes, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est relativement intéressant puisque ça permet effectivement donc, de maîtriser la croissance de ces objets. Un autre point important aussi sur les aspects nucléation-croissance, c'est l'élévation de température. Quand on augmente la température, on va avoir un premier régime qui va être une phase où on va favoriser la nucléation puisqu'on va augmenter la probabilité de collision entre les précurseurs et donc on va favoriser la nucléation. Puis il arrive à un moment où la température devient trop importante et cette fois effectivement donc on va s'apercevoir que les barrières énergétiques pour nucléer deviennent beaucoup trop importantes et à ce moment-là on va avoir effectivement une, une croissance qui va être défavorisée, une nucléation qui va être défavorisée au profit de la croissance. Et donc ça, on a pu le mettre en évidence, par exemple, ici, avec des structures spinel, donc coprécipitation de cobalt 2 et cobalt 3, où on voit clairement ici une diminution de la taille des particules avec la température qui correspond effectivement ici à ce premier régime. Donc dans la suite de cet exposé, je vais vous parler de particules luminescentes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la luminescence est un phénomène qui est extrêmement sensible à la structure des matériaux, à la fois en bulk et à la fois au niveau des surfaces. Et donc ça, l'étude de ces propriétés nous a vraiment amené à réfléchir sur la description de nos matériaux et plus spécifiquement de l'ordre local. Donc juste un petit rappel, les particules luminescentes, on va s'intéresser à la luminescence dite persistante, donc celle que vous connaissez bien puisque c'est cette couleur verte que l'on voit en fait sur les écrans de montres ou sur les signalétiques, notamment pour les évacuations dans les parkings. Donc ce sont des matériaux qui se chargent en lumière et qui vont être capables d'émettre de la lumière sur des temps longs une fois qu'elles ne seront plus irradiées. Donc, c'est ce concept-là, dans les années 2010, nous les avons développés pour faire des particules luminescentes pour l'imagerie. L'avantage, c'est qu'on peut exciter les particules avant injection dans le petit animal et on va avoir une émission sur des temps longs, sans excitation des tissus. Et donc, on va avoir effectivement une réponse qui va être exempte de tout ce qui peut effectivement modifier l'organisme lié à l'excitation. Donc, c'est la différence avec des particules phosphorescentes ou même fluorescentes. Donc, si elles peuvent émettre sur des temps longs sans excitation. Donc, la description du mécanisme est représentée ici. Donc, on va s'intéresser à des oxydes de zinc et de gallium dopés avec des atomes de chrome. Donc, le chrome est à l'intérieur de la matrice. Il se substitue à des atomes de gallium. Et donc, on va avoir ici une matrice qui est un semi-conducteur avec une bande de valence, une bande de conduction. Les niveaux du chrome sont vraiment dans le gap de ce semi-conducteur. Donc, on a vraiment une très bonne adéquation dans cette structure entre les niveaux électroniques du chrome et le band gap. Et donc, on va exciter le matériau, on peut l'exciter dans l'UV à travers le band gap. On va avoir des électrons qui sont excités ici dans la bande de conduction et qui vont pouvoir effectivement aller se désexciter sur des niveaux du chrome jusqu'au niveau radiatif. Et là, on va avoir une émission dans le rouge. Donc ça, c'est très intéressant pour les propriétés optiques in vivo, puisqu'on va être dans des fenêtres de transparence des tissus. Donc on va avoir des transitions qui sont non radiatives et une émission ici du chrome. Donc, ce qu'on va mettre en évidence ici, c'est le fait que le matériau va avoir dans sa bande, dans le gap, des niveaux qui sont des niveaux pièges. Et ces niveaux pièges sont vraiment issus des défauts structuraux. Donc, les synthèses, elles ont été réalisées par coprécipitation et cristallisation en micro-ondes. On obtient des particules qui, en microscopie électronique, en transmission et en diffraction des rayons X, sont extrêmement bien cristallisées, de petite taille, 10 nanomètres. Mais on voit que l'émission du chrome est relativement faible dans ce système.
On a fait des recuits en limitant la croissance des particules à travers le dépôt d'une couche de silice, hein, et on observe effectivement une faible variation de la taille et d'un point de vue de la diffraction des rayons X, on voit qu'il y a effectivement une légère augmentation de la taille, mais pas de grosse modification structurelle. En tout cas, ici, on voit des spectres qui sont des diffractogrammes qui sont bien résolus et qui sont en accord avec les observations en microscopie électronique, si on se réfère à l'élargissement de la bande. Et on voit une émission qui est extrêmement améliorée lorsqu'on a fait ces recuits. Donc, l'idée, c'était de voir comment on peut expliquer en termes de structure, hein, mais cette fois structure locale, puisqu'au niveau de la diffraction des rayons X, on ne voit pas de modification. Donc, ce que l'on a pu faire, ce sont des spectres du chrome et spectres d'excitation et de photoluminescence. Et on voit effectivement qu'après calcination, les spectres sont nettement mieux résolus. Et donc ça, et ici, on peut déjà mettre en évidence qu'on va avoir différents types de pics. Donc on va avoir ici les raies. Alors là, il y a un problème d'animation, mais c'est pas grave. Donc on a les deux raies qui se trouvent ici, donc qui sont caractéristiques en fait d'un ordre autour du chrome qui est l'ordre idéal, c'est-à-dire l'octaèdre régulier. On voit un deuxième pic ici à 14 400 cm-1 qui correspond à un environnement qui est perturbé et qui est lié à des impuretés. Pour l'instant, on ne sait pas lesquelles. Et on voit une bande relativement large ici qui est caractéristique de clusters de chrome. Donc, on a une première indication comme quoi l'ordre local est complètement différent entre la particule non calcinée et calcinée. Lorsque l'on regarde en RPE du chrome, alors ce que l'on voit effectivement ici, c'est un signal fin qui n'existe qu'après calcination. Avant calcination, il n'y a pas d'ordre autour du chrome. Et on peut mettre en évidence aussi quelques clusters de chrome. Alors, on a regardé également du côté de la matrice en RMN du gallium. Donc, la RMN du gallium, c'est une RMN un petit peu compliquée, puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc, on va avoir deux pics caractéristiques du gallium en site octaédrique, hein. Ça, c'est lié au fait que ce soit un noyau quadripolaire. Et puis, on a un petit signal ici, mais qui est exploitable, qui correspond à une petite quantité de gallium en site tétraédrique. Donc, la structure n'est pas parfaite puisqu'on a pu identifier ici des galliums en site tétraédrique. Et ça, c'est l'origine de certains défauts, hein, et en particulier les défauts dont on a pu voir effectivement tout à l'heure la signature en RPM. Donc, on voit qu'en augmentant la température de calcination, on va avoir une diminution de nombre de gallium ici qui est dans ce site tétraédrique. Ce que l'on voit aussi, c'est que la finesse des pics nous indique que dans le cas des particules juste après chauffage micro-ondes, on va avoir une déformation. Alors, ce sont des déformations qui sont à la fois en termes d'axe, hein, donc c'est-à-dire qu'on a une déformation de l'octaèdre, hein, par rapport à sa symétrie axiale, et puis aussi des distances entre le métal et l'oxygène, donc gallium-oxygène ici qui divergent. Donc, on va avoir une distribution de sites et on peut effectivement donc corréler, hein, les distributions de sites que l'on a pu mettre en évidence avec des expériences de luminescence de RPE, hein, pour identifier donc autour du chrome en fait des différences de symétrie et en particulier ici on va avoir des sites dits N2, donc qui sont des chromes à proximité de gallium qui sont dans des sites tétraédriques et non pas octaédriques et qui vont faire ici des pièges. Alors, pour pouvoir identifier ces pièges et la profondeur de ces pièges et mieux les caractériser, on peut faire de la thermoluminescence. Donc, c'est-à-dire qu'on va exciter le matériau, le refroidir, hein, et ensuite on va couper l'excitation et on va mesurer l'émission de lumière en remontant la température. Donc on va voir le dépiégeage ici de ces électrons, hein, qui ont été piégés après l'excitation dans les défauts de la matrice. Et donc ce que l'on peut voir, ce sont des pics et à partir de ces pics, on peut identifier exactement l'énergie des pièges. Et donc, ce que l'on a pu voir effectivement sur le matériau juste après synthèse et chauffage micro-ondes, c'est la présence de pièges qui sont caractéristiques ici en bleu de pics qui ont des énergies de l'ordre de 0,34 électronvolts, donc plutôt avec des émissions à température ambiante. Et lorsque on a recalciné le matériau, on voit effectivement que les pièges, donc les défauts structuraux ont été modifiés et on voit trois types de défauts structuraux. Certains sont plutôt des défauts à basse température, donc qui vont se retrouver profonds
plutôt profonds, alors que certains sont vraiment des pièges haute température que l'on va retrouver ici, plus proche de la bande de valence. Et donc, ce sont ces électrons ici qui vont être largués en température. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a pu mettre en évidence ici la présence de pièges. Et maintenant, on peut essayer de voir comment, à partir de la chimie, on peut remodifier effectivement les différents défauts. Et donc, on peut ajouter des codopants. On voit qu'en présence, par exemple, de bismuth, ici, on va observer l'apparition d'un autre type de piège. Donc, au lieu d'avoir 3 niveaux de pièges, dans le band gap, hein, qui sont décorrélés, donc avec effectivement des pièges qui sont très profonds ici à basse température. Et puis avec le bismuth, eh bien, on voit qu'effectivement on va avoir plutôt un piège qui est relativement large, un niveau piège qui est relativement large et qui va relarguer finalement des électrons sur des temps beaucoup plus longs. Et on voit qu'effectivement la luminescence est encore améliorée après avoir dopé au chrome. Une autre façon de moduler aussi les effets pièges, donc ça va être de travailler toujours avec cette calcination, mais à différentes températures. Donc on a des particules ici, hein, les tailles sont relativement similaires. Les images de microscopie électronique hein, montrent effectivement que les matériaux sont cristallisés. Mais quand on regarde la signature, donc ici si on regarde effectivement la signature du chrome, on voit effectivement qu'on a des niveaux pièges qui vont évoluer. Donc, on peut faire de l'ingénierie de ces pièges hein, dans le gap, justement en modulant les différentes températures de calcination. Et on voit effectivement qu'on peut obtenir des pièges qui sont plus ou moins larges dans la structure. Donc, l'important, c'est de pouvoir effectivement d'identifier des matériaux ici qu'on va pouvoir plutôt utiliser à basse température. Donc, ça va être des émetteurs à basse température. Donc, par exemple, pour tout ce qui est cryogénie. Donc, ces matériaux maintenant sont utilisés aussi pour faire de la thermométrie, c'est-à-dire qu'on va regarder la variation de la luminescence en fonction de la température. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on peut contrôler hein, la position de ces pièges et la largeur de ces pièges. Donc, l'ajuster au domaine de température pour faire soit des mesures ici à température ambiante dans des domaines où on est plutôt sur des applications en biologie ou ici, vous voyez, en cryo. Alors, un autre phénomène que l'on a pu observer maintenant, c'est quelle est l'interaction finalement avec la surface. Donc, il a été répertorié dans la littérature un phénomène tout à fait inhabituel, c'est l'augmentation de la luminescence en présence de H2O2. Donc, lorsqu'on va mettre les particules dans ce milieu H2O2, bien, on voit une exaltation de la luminescence. Alors, généralement, ce que l'on voit classiquement hein, dans les matériaux luminescents, c'est plutôt des extinctions de luminescence. Donc ici, ce phénomène est assez spectaculaire et on voit effectivement que l'augmentation de la luminescence est proportionnelle à la quantité d'H2O2. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on pouvait avoir cette exaltation de luminescence indépendamment de tout phénomène d'excitation. C'est-à-dire qu'on est parti des particules dans le noir, on a réalisé des expériences de type Fenton, c'est-à-dire de la création de ROS. Pourquoi? Bah parce qu'on sait que H2O2 sous irradiation UV va produire des ROS. Alors, je n'ai pas précisé ce que c'était. Donc, ce sont des espèces oxygénées radicalaires et qui sont extrêmement réactives. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on va avoir une réaction de ces ROS avec la surface des particules et on va observer effectivement l'apparition de la luminescence. Donc là, on est sur un phénomène de chimie-luminescence. Et donc, ce phénomène d'exaltation, en fait, va combiner à la fois de la luminescence des particules, qui va être simplement par le mécanisme qu'on a déjà présenté, donc excitation de la bande de valence, émission du chrome, mais on va avoir un autre phénomène qui sont des réactions de surface, où on voit que l'eau oxygénée va pouvoir réagir avec la surface et former des radicaux. Ces radicaux vont pouvoir ici être stockés dans des niveaux pièges et vont pouvoir être dépiégés et émettre la lumière. Et donc là, effectivement, c'est un des résultats les plus spectaculaires qui est actuellement donc en révision dans Advanced Optical Materials. C'est effectivement c'est la capacité d'émettre de la lumière sans excitation. Donc, j'espère vous avoir convaincu ici, effectivement, du fait que quand on travaille sur les propriétés, ça nous amène à avoir une réflexion nouvelle hein, vis-à-vis de la description de nos matériaux, et en plus particulièrement dans le cas des nanoparticules, où on sait qu'il il en existe. Hein. La définition de ces matériaux, elle est complexe, et trouver des moyens pour pouvoir les mettre en évidence, c'est aussi
quelque chose qui n'est pas aisé. Et je pense qu'actuellement, en fait, c'est un domaine qui est en pleine expansion dans le domaine des nanoparticules, hein. C'est justement, c'est contrôler les défauts par rapport aux propriétés et essayer effectivement de mieux les caractériser, de mieux les définir et de mieux les mettre en avant. Je vous remercie de votre attention et bon, j'espère qu'effectivement, vous serez nombreux à venir à Matériaux 2026. Merci Corinne, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne vois pas de questions. Je vais poser une question. Comment sont choisis les dopants, les codopants? Alors, il faut qu'il y ait une bonne adéquation. Il faut que les niveaux en fait émetteurs soient vraiment dans le gap, hein. Donc, il va falloir adapter finalement quand on choisit une matrice et le dopant. Il faut vraiment que les niveaux en fait soient dans le gap. Parce que si on a les niveaux émetteurs qui sont beaucoup trop hauts en énergie, en fait, on va pas pouvoir effectivement avoir ce phénomène. Donc, il faut vraiment adapter en fait. D'accord. Le choix du dopant avec le choix de la matrice. Mm. Donc, à partir effectivement de la valeur du band gap. D'accord. Et vous avez encore des dopants en réserve que vous pouvez Oui, envisager? actuellement, on travaille beaucoup sur le nickel parce que le nickel, donc, Ah c'est un oui. émetteur à beaucoup plus haute longueur d'onde. Donc, on va vraiment travailler dans le NIR2. D'accord. Et Merci. après, bon, on a aussi pas mal d'éléments F. Donc, dans les lanthanides, hein, il y a Ah aussi oui. des éléments. On Mm. peut travailler avec deux dopants d'ailleurs, avec deux fenêtres différentes, de façon à pouvoir avoir deux réponses optiques qu'on va pouvoir décorréler. Et ça, c'est quand on fait Mhm. les études en température, c'est d'autant plus important en fait, pour pouvoir avoir des mesures ratiométriques, hein, entre les deux émetteurs. Très bien, merci. Donc, J'ai une question oui, rapidement. Dans les dernières slides, là, Corinne, c'est très intéressant ce que tu Oui, racontes sur le OH point là. ouais. Ces OH points, c'est eux qui émettent ou c'est eux qui modifient le système de telle façon qu'il émet? Alors, pour l'instant, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que si on n'a pas de radicaux, donc ça ne fonctionne pas. Si on a les radicaux, enfin là, les productions de radicaux, on les a photogénérées dans H2O2. Hmm. Et donc, c'est là où on voit effectivement l'exaltation. Donc ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est mettre H2O2. Alors, on ne peut pas décorréler, hein, l'irradiation de H2O2, le mettre en présence du matériau après, parce que les temps de vie sont trop courts. Donc, c'était de voir si on produit des radicaux par des réactions de Fenton. Donc là, effectivement, on va avoir les radicaux en surface. Et donc, si effectivement, on arrive à avoir les radicaux qui arrivent à proximité de la surface, eh bien, on voit effectivement qu'il y a un transfert qui se fait. Alors, pour D'accord. l'instant, on n'a pas réussi exactement à savoir comment se faisait ce transfert. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais peut-être que la plus solide, ce serait effectivement une réaction de surface qui permettrait d'avoir, hein, des excitons avec des temps de vie plus longs et qui expliquerait qu'on ait peut-être un peu moins de phénomènes radiatifs ou alors qu'on pourrait charger un petit peu plus les pièges. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. C'est... Mais c'est vraiment une réaction, ouais, c'est vraiment une réaction de surface. Donc ça, on a pu le mettre en évidence et qui vraiment nécessite à un moment donné justement euh, l'excitation dans l'UV du matériau. Donc ça passe forcément en fait par les états excités. En fait, au niveau de la gamme de matériaux sur lesquels vous obtenez le phénomène, c'est une gamme assez large? Non. Ah. Enfin, il faut vraiment il faut que les électrons excités, l'énergie des électrons excités, en fait, de la même façon, hein, soit compatible avec les potentiels de, Redox. de redox de l'oxygéné aussi. Parce qu'on Ok. a fait varier un petit peu justement le band gap en faisant des matrices gallium-germanium. Et en fin de compte, si on diminue le gap, en fait, très rapidement, on perd ce phénomène. Euh, Ensuite, ce que l'on a fait également, c'est on a augmenté le gap. On l'a diminué, on l'a augmenté. Alors, quand on l'augmente, ben, il faut aller après vers des rayonnements d'autant plus énergisants parce qu'il faut effectivement qu'il y ait ces électrons photogénérés ou sinon ça ne marche pas. Mais D'accord. après, on va commencer à être dans des UV assez durs, donc on Hmm. n'est pas allé trop dans ce domaine-là.
pour Bon, l'instant. nous sommes contraints d'arrêter Et la discussion pour ne pas empiéter sur le temps du second orateur. Merci encore, Corinne.